C'est parti. Eh bien, rebonjour à tous. Merci d'être venus à cette session que je présente aujourd'hui. Je suis Guillaume Lafort, je suis développeur advocate pour Google Cloud Platform. On me connaît plus avec mon étiquette Groovy que je trimballe depuis je ne sais plus combien d'années maintenant, 13 ans. Donc je suis toujours sur le projet Groovy, même si je code plus trop dessus, mais je suis toujours impliqué dans la communauté. Et donc en fait, ce qui est marrant, c'est que dans ce talk-là, en fait, je vais mélanger un petit peu ce que je fais dans mon job chez Google. J'ai rejoint Google en début juin, et aussi Groovy. Parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est je vais analyser le code qu'on trouve sur GitHub, mais plus particulièrement, je vais regarder le code source Groovy. Donc ça va être ça, les exemples que je vais prendre. Et en utilisant BigQuery. Donc on va voir ce que c'est que BigQuery. Mais il y a un gros dataset des données de GitHub qui sont sur BigQuery. Et donc on va analyser du code source, Groovy, Gradle, Grades, etc. qu'on va trouver sur GitHub. Donc c'était en juin dernier, peu de temps d'ailleurs après que j'ai rejoint Google. Il y a eu un partenariat entre GitHub et Google pour que GitHub publie en fait son dataset, c'est-à-dire vraiment ses données, son archive du code source avec tous les commits, tous les projets, etc., les repositories, les organisations, etc. Et tout a été uploadé sur BigQuery. Donc il y a un dataset BigQuery avec lequel vous pouvez jouer et utiliser le langage SQL pour requêter le code source qui est hébergé dans ce dataset. Et je ne sais plus si j'ai les... Ah oui, voilà, j'ai les nombres juste après. Et le dataset, c'est quand même assez énorme parce que c'est 3 terabytes de données sur 2,8 millions de repositories et 145 millions de commits uniques. Donc c'est quand même assez conséquent. Sur tous ces commits et repositories-là, donc il y a plus de 2 milliards de fichiers, en tout cas de chemins d'arborescence. Et donc il n'y a pas toutes les sources avec toutes les révisions de tous les projets, etc. Mais il y a en tout cas la dernière version qui a été committée et sur laquelle vous pouvez faire vos analyses. Et ça représente donc, en tout cas, 163 millions de fichiers qu'on peut requêter. Donc c'est quand même assez conséquent. Et ce qui est sympa, c'est qu'on va pouvoir utiliser BigQuery. Alors BigQuery, c'est quoi? C'est l'outil de Data Warehouse, Analytics, etc. de Google Cloud Platform en particulier. Donc c'est un système qui est complètement managé, donc vous n'avez vraiment rien à approvisionner, donc c'est vraiment un service que vous appelez, auquel vous envoyez des requêtes SQL. Et c'est justement, oui, avec SQL qu'on interroge les différentes données qu'on peut héberger. Donc là, j'utilise ce dataset-là, mais c'est aussi beaucoup utilisé, par exemple, avec Firebase, ceux qui utiliseraient ça pour faire du mobile, et mettre tous les logs, que ce soit Firebase ou autre, mais par exemple Firebase, il y a les analytics, quand les développeurs mobiles souhaitent traquer le succès ou non de leur application. Ils peuvent analyser les logs structurés qu'on peut exporter automatiquement dans BigQuery. Mais voilà, vous pouvez stocker des données structurées, même si là on utilise SQL, on peut même stocker quand même des données structurées avec du JSON dedans et puis aller regarder ce qu'il y a dans le JSON aussi à l'intérieur. Donc c'est du SQL en surface, mais on peut quand même analyser tout un tas de types et de structures de données. Donc ce qui est bien, SQL, en général, tous les développeurs savent faire plus ou moins du SQL. Moi, j'ai toujours détesté le SQL, mais j'ai quand même réussi à faire quelques queries là qu'on va voir. Qui aime le SQL, tiens, juste pour voir, par curiosité? Je suis sûr qu'il n'y aura pas beaucoup... Ah si, il y en a 1, 2, 3, 4, ok. 5, ok. Qui n'aiment pas le SQL? Ah ouais, non, c'est parce que vous êtes timide, en fait. D'accord, ok. Bon, moitié-moitié. Ou alors, les autres, c'est qu'ils évitent autant que faire se peut de faire du SQL.
Donc je disais oui, SQL, le fait que c'est fully managed, donc vous n'avez vraiment pas à vous soucier des aspects provisioning, etc. C'est vraiment un service que vous utilisez directement. Donc ça, c'est BigQuery. Oui, je crois d'ailleurs que j'ai déjà dit tout ça. Oui, il y a on peut l'intégrer aussi avec des outils statistiques, de visualisation, etc., pour faire du beau reporting. Donc les boîtes, on va dire, financières ou autres qui aiment bien avoir des beaux reporting par rapport à toutes les opérations qui peuvent se passer dans leur entrepôts de données ou autres, ils sont assez contents pour ça. Ah oui, et un truc intéressant, alors c'est super rapide, c'est comme si on faisait en fait un table scan sur une base de données, de regarder tous les lignes, mais juste en quelques secondes. C'est super efficace. Et puis, l'autre truc est intéressant, si jamais vous voulez jouer avec, il y a un quota mensuel de 1 téraoctet, c'est-à-dire on peut traverser 1 téraoctet de données et jouer avec. Donc, jouer ou faire des choses plus sérieuses que là, ce que je vais faire aujourd'hui. Mais du coup, déjà, avec 1 téraoctet de données, on peut faire quand même pas mal de choses. Donc, il y a pas mal de choses, à moins vraiment d'avoir beaucoup de données. En tout cas, il y a pas mal de choses qu'on peut faire déjà avec ce quota-là. Et BigQuery, juste pour un petit peu d'historique, ça vient en fait d'un produit, d'un outil interne de chez Google qui s'appelle Dremel. Et Google a publié un papier, donc c'était en 2012. Et cette espèce de data warehouse, outil d'analytics, est utilisé chez Google en fait depuis 2008. Donc ça fait déjà pas loin de 10 ans. 9 ans que cet outil-là est utilisé en interne pour processer des exabytes tous les mois. Alors exabyte, je ne sais même pas combien ça fait de zéro. C'est encore pire que péta. Je pense que ça doit être juste au-dessus de péta, non, exa? C'est ça? Ok. Moi, après, déjà exa, j'ai déjà du mal. Alors, péta, j'ai déjà du mal. Alors exa, n'en parlons pas. Donc c'est ce papier-là qui explique le fonctionnement, en tout cas, de l'approche, pourquoi ça scale aussi bien, etc. Donc là, si vous avez les papiers de recherche, c'est toujours bien quand on cherche le sommeil le soir. Enfin, moi, j'arrive jamais à les lire, c'est un peu trop long. Et Groovy. Donc, vu que je vais prendre Groovy comme exemple, ici, avec le dataset de BigQuery, de GitHub. Donc, Groovy, qui connaît Groovy? Yes. Qui a joué avec Groovy? Ouais, très bien. Donc Groovy, c'est un langage de programmation qui tourne sur la plateforme Java, sur la JVM. Donc c'est un des langages alternatifs pour la JVM, un des plus utilisés, un des plus connus, qui est à l'origine un langage dynamique, mais qui fait aussi de la compilation statique, inférence de type, etc., qui est un langage assez, avec plusieurs facettes. C'est à la fois un langage dynamique, un langage objet. On peut faire de la programmation fonctionnelle aussi avec. Donc c'est vraiment un langage multifacette. Et ce qui est sympa avec Groovy, c'est que au niveau syntaxe, ça dérive de Java. Et du coup, même la plupart du code valide en Java est aussi du code valide en Groovy. Donc quand on apprend en Groovy, du moment qu'on sait Java, en fait, on sait déjà programmer en Groovy. Et puis petit à petit, quand on apprend Groovy, on apprend tous les petits raccourcis sympas, etc. Donc voilà, en gros, ce que c'est que Groovy. Groovy est aussi utilisé comme langage pour définir les builds Gradle, qui est plutôt Maven, qui est plutôt Gradle. Maven? Non, moi je ne vais pas lever la main du coup. Gradle? Waouh, on dirait que Gradle est en train de prendre le dessus là sur Maven, c'est bien. Gradle, le framework Grails qui est basé sur Spring Boot et qui utilise donc Groovy pour écrire voilà, les classes du domaine, les templates, etc. Voilà, bon, c'est tout ce que je vais dire sur Groovy. Et on va regarder justement après du code Groovy, du code Grails, du code Gradle. OK ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec, en regardant le code source Groovy, par exemple, combien il y a de fichiers Groovy sur GitHub, quels sont les noms de fichiers les plus populaires, qu'est-ce qu'on a, la taille des fichiers, voir si les gens font des grosses classes ou juste des petits scripts,
où on peut regarder aussi l'adoption des fois de certaines features, par exemple les traits. Donc c'est un peu comme les default interfaces de Java 8, mais un petit peu plus évolué. Voilà. Donc on va voir ce qu'on peut faire et regarder dans ces choses-là. Donc maintenant, on va passer à l'interface de BigQuery qui est ici. Donc BigQuery.cloud.google.com. Donc il faut avoir créé un compte sur Google Cloud Platform et après donc on a accès à BigQuery. Donc je voulais juste savoir, c'est bien lisible du fond, ça va? Ouais, super, merci. Donc j'ai préparé tout un tas de... Ah oui, d'abord je vais vous décrire un petit peu l'interface. Donc tout le monde a accès en fait à des datasets. Alors moi j'ai des trucs qu'on m'a partagés aussi, donc il y a des trucs un petit peu en plus. Mais on a accès donc à des datasets, par exemple les taxis new-yorkais, on a des stats sur les types de trajets. On a aussi toutes les questions et réponses Stack Overflow. Donc si on veut voir voilà, les badges, les commentaires, les posts, etc. On a donc il y a des infos sur NOAA, c'est le truc de météo, je crois, américain. On a quoi encore? Des news aussi sur Hacker News. Donc on a la structure d'Hacker News, les commentaires, les stories, etc. Et un truc qui est quand même assez fort, c'est que même si c'est des datasets qui sont disparates, quoi, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, si on a un moyen de faire une relation entre deux datasets, on est capable de faire même des joins entre différents datasets. Donc si par exemple on arrive à trouver dans Hacker News, je sais pas, par exemple ou les URL qui sont dans Hacker News et qui sont aussi cités dans Stack Overflow, on est capable du coup de faire des jointures entre des tables de deux datasets complètement différents et avoir une certaine trouver des informations, des corrélations intéressantes entre des datasets différents, mais qui partageraient quelque chose sur lequel, pas forcément des ID uniques, parce que les deux ont peut-être des ID différents, mais si on peut reconnaître, je sais pas moi, l'email du mec qui a posté la question et qui a posté aussi le commentaire sur Reddit, voilà, on peut faire ce genre de truc. Donc Reddit, et je crois qu'il y a Reddit aussi, il me semble que je l'avais vu, parce que j'ai dit Hacker News, mais il me semble qu'il y a aussi Reddit quelque part, là je le vois pas. Et moi, du coup, je vais m'intéresser au dataset GitHub Repo. Donc, on voit les différents datasets qui sont disponibles. Ça, donc, en fait, c'est les tables. Donc, on peut voir la structure des tables, les fichiers, les langages de programmation utilisés, les licences utilisées, etc. Aussi, quand on veut se faire un peu les dents sur certains datasets, comme celui-là, qui est quand même assez gros, et donc, si on veut utiliser son Tera, pardon, du coup, moi je vois petit, je dis giga au lieu de Tera. Son Tera de données par mois, il y a aussi souvent, enfin pas dans tous les datasets, mais dans les gros, des fois il y a ça. Il y a aussi les mêmes tables commits, mais sample commit, sample content, etc., où on peut s'essayer à faire des queries sur des plus petits datasets, histoire de ne pas consommer d'un coup son free tiers, son quota gratuit tous les mois. Donc moi, ce qui va m'intéresser ici, ça va être surtout, je crois, c'est les commits, non, ouais, surtout les fichiers et contents, donc le contenu de la dernière révision des fichiers qui sont stockés dans les repositories. Et après, voilà, on peut faire aussi des stats sur les licences utilisées, etc. Aussi à savoir, ce dataset-là, c'est sur le code open source. Donc si vous avez mis quelque chose sur GitHub, mais par exemple avec sans spécifier de licence, c'est du code qui n'est pas open source. Il est peut-être ouvert, lisible par tous, mais il n'est pas open source. Donc normalement, c'est que les repositories qui ont été reconnus avoir en tout cas une licence open source dedans. Et ce que j'ai fait, alors avant de lancer une petite query, ce que je vais vous montrer aussi ici. Donc j'ai fait un petit peu de setup, c'est-à-dire je me suis dit plutôt que de parcourir tout le dataset et à chaque fois retrouver juste les fichiers Groovy.gradle et compagnie, en fait je me suis créé moi mon propre dataset à moi qui est un sous-ensemble du dataset GitHub. Donc du coup j'ai lancé quelques queries, là je ne vais pas vous les lancer. Alors d'ailleurs mon sous-ensemble du dataset, je l'avais créé il y a, je sais pas, 6 mois ou 9 mois. Donc les chiffres que vous verrez sont peut-être plus tout à fait d'actualité. Mais bref,
ça donne en tout cas une bonne... Enfin, les résultats que je vais montrer restent plus ou moins valables. Donc ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai regardé tous les fichiers qui existent et j'ai juste récupéré tous les fichiers qui se terminent par .groovy pour récupérer tous les sources Groovy. De même, après, une fois que j'ai cet ensemble de fichiers-là, donc j'ai fait un select imbriqué pour récupérer tout le contenu de tous ces fichiers-là. Donc je récupère toutes les colonnes de contents, de la table contents, mais seulement quand le contenu, l'ID, donc qui pointe vers le fichier que j'ai, l'ID du fichier que j'ai récupéré ici, et qui, donc du coup, c'est vraiment juste le contenu de ces fichiers-là, de ce sous-ensemble-là. Donc j'ai fait ça pour les fichiers .groovy. Je l'ai fait aussi pour les fichiers .gradle, parce que même si c'est Groovy, le langage qui est utilisé, vos fichiers de build, c'est build.gradle, settings.gradle, etc. Même si c'est du Groovy, c'est pas .groovy. Donc j'ai fait la même chose ici pour avoir un dataset pour Gradle. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait aussi ça, on le verra après. Je voulais voir aussi les versions de Gradle qui étaient utilisées. Et donc pour ça, on peut regarder par exemple ceux qui utilisent le Gradle wrapper, qui permet de pouvoir avoir une commande que vous lancez avec /gradle w sans avoir à installer Gradle sur vos machines quand vous utilisez un projet qui est buildé avec Gradle. Donc du coup, j'ai fait un petit dataset pour voir ça. Et après, voilà, je vais pouvoir exécuter mes petites queries. Alors, ce que j'ai fait, là, dans Query History, en fait, donc ça, c'est toutes les queries que j'ai lancées. Et ici, on peut aussi sauvegarder ses propres queries. Donc là, le setup que j'ai fait tout à l'heure, que je mentionnais, donc du coup, moi, j'ai mon ensemble ici, GitHub Groovy File, ça, c'est mon dataset à moi, avec ma base ici et mes tables. Donc contenu, files, Gradle, etc. Donc on retrouve ici. Donc par exemple, je voulais savoir, alors encore une fois, les fichiers, les résultats vont pas être à jour vu que le dataset que moi je me suis exporté n'est pas à jour, mais on peut savoir combien il y a de fichiers Groovy dans GitHub. Donc c'est quoi? Finalement, ce que je vais vous montrer, c'est du SQL de base. Hein. Select count sur la table ici, GitHub Files. Alors, je vais éditer la query. Donc, elle s'affiche ici avec syntax highlighting, etc. Et hop, on va lancer la requête. Pof, pof, pof. Il y a, au dernier compte, il y a 6 ou 9 mois, il y avait 743 000 fichiers Groovy dans le dataset GitHub. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse aussi, genre, si je fais... est-ce que vous voulez des requêtes en live aussi, et voir comment je suis nul en SQL ou pas? Ça dépend. Parce que, par exemple, on pourrait regarder, genre, est-ce que c'est beaucoup, par exemple, par rapport à... si je le fais sur... hop, sur quoi? Sur les fichiers... sur les fichiers ici... Query table, select, alors là du coup ça va être genre sur tous les fichiers qu'il y a dans GitHub, il y en a, donc c'est là que vous allez voir, attends, BigQuery, blablabla, il y en a pas mal, il y en a plus de 2 milliards, donc c'est pas ridicule, donc il y a quand même beaucoup de beaucoup de trucs. Et après, alors, du coup, comment je fais? Where? Alors, je sais plus si c'était quoi. C'était ID. Je vais regarder sur mon autre fenêtre qui est ici. ID. Pour voir combien il y en a, par exemple, en Java, histoire de comparer Groovy et Java. Donc, j'avais fait quoi déjà avec mon truc? Ouais, right, c'est path. Ça, c'est la colonne path. Et je vais prendre ça. Hop, where right path Java. Donc là il y en a 4. On va mettre sur 4. 5, ouais. Oh là là, vous êtes sharp là. Hein. Balèze. Donc là, pour vraiment savoir juste pour Java,
Donc là, par exemple, il a processé quand même 121 gigas de données en 2,6 secondes, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, sur 54 millions. Donc on va dire, voilà, 1 million par rapport à 50 millions, ça fait toujours... ça fait combien? 2%? Non, attends, 1 million, je ne sais même plus compter. Si, c'est ça, oui. Donc ça donne une petite idée. Alors, je vais revenir à mes queries. Ici, query history. Ah non, il faut que je ferme celui-là. Voilà, saved queries. Et après, alors celui-là, c'était assez marrant. Je voulais voir, est-ce qu'il y avait quand même une certaine tendance, par exemple, dans les noms de fichiers Groovy. Et là, j'ai eu quelques surprises intéressantes. Parce que quand je lance cette query-là, donc, alors là, ce que j'ai fait, donc je regarde, en fait, là, je split le chemin juste pour avoir le nom de fichier. Là, d'ailleurs, je l'ai fait sur le gros dataset au lieu de le faire sur le nom. Il faudra que je corrige la query. Et après, en fait, je fais, je veux juste les 24 premiers. Et puis là, je les comptais, je comptais la taille. Et un truc qui était vraiment space, c'est genre, le fichier Groovy le plus fréquent, c'est a.groovy. Non mais, le truc, c'est énorme, quoi. Et attends, le quatrième, c'est b.groovy, quand même. Putain, les mecs, la créativité au niveau du nom des... Donc ça, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. C'est clairement pas, je veux dire, tu fais pas une classe A, classe B. Donc je pensais que c'était plus des scripts que des classes. Et en fait, au lieu d'appeler fou, Toto ou quoi, en fait, les gens, ils appellent leurs fichiers A et B, ce qui est assez hallucinant. Après, ce qui est plus intéressant, en fait, on s'aperçoit donc des choses comme verify. Alors, comment je peux le mettre en plus grand? Verify. Qu'est-ce qu'on a? Parce que là, en fait, on va voir. Ah, il y a aussi un A en minuscule, d'ailleurs. Demi, c'était plus original déjà. Mais on a des trucs du genre test, etc., qui sont... en fait, j'ai vu que dans beaucoup de builds, même des builds Maven, des fois, les gens faisaient des petits scripts Groovy qu'ils exécutaient au sein de leur build Maven pour vérifier, par exemple, que les packages, enfin les zips ou je ne sais quoi qui ont été générés par le build sont corrects ou que le résultat, où ils parsent des choses particulières dans les test results, XML et compagnie, pour voir si le build a fonctionné proprement. Ou des fois pour faire un peu de scripting en plus, pour faire des tâches, pour notifier un truc interne ou autre. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans les verify et autres. Et ce qu'on voit aussi là-dedans, on va voir des choses comme donc ce qu'on avait vu tout à l'heure, par exemple Bootstrap, user aussi, data source URL mappings. Tout ça, en fait, c'est des trucs, des noms ou build config. C'est des noms de fichiers standards qu'on retrouve dans les applications Grails. Donc on voit que du coup, ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup d'utilisateurs Grails qui ont mis leur projet sur GitHub. Mais du coup, ouais, j'étais quand même assez sidéré de voir A et B.groovy. Ça, je m'y attendais vraiment pas, quoi. Autant voir une classe genre celle pour Grails ou voir user.groovy, c'est vrai que quand on fait des applications, il y a souvent une notion d'utilisateur, donc ça paraît logique d'avoir une classe user. Mais des fois, il y a des trucs, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont pu foutre là-dedans? Donc A et B Groovy, j'étais sidéré. Bref. Si, voilà, c'était comme ça que je pouvais voir tous les résultats sans voir la query. Deuxième. Alors, je ne vais peut-être pas forcément toutes vous les tourner. Là, je voulais voir aussi, par exemple, combien il y avait de lignes de code Groovy dans tous ces fichiers-là. Alors, en fait, en soi, à la limite, cette query-là n'est pas forcément la plus intéressante, parce que, donc voilà, ça va nous dire, bon, OK, il y a 16 millions de lignes de code, mais juste 16 millions, avoir un total, ça ne nous dit pas grand-chose. Donc, par contre, ce que je vais juste expliquer ici, c'est encore un select imbriqué, où en fait, du coup, ce que je regarde, c'est surtout là, cette opération-là, le split. Ah, ça m'énerve, les pop-up, là. Le split, en fait, je regarde le contenu qui est finalement dans Contents, là, la colonne Content de la table Contents. En fait, c'est juste une string représentant le contenu du fichier. Mais moi, ce que je voulais voir, c'est compter les lignes. Donc, en fait, j'utilise la fonction split qui me permet de splitter par ligne. Et du coup, l'ensemble, le from là, que je suis en train de regarder, c'est vraiment le from de toutes les lignes de tous les fichiers.
Et du coup, bah voilà, OK, il y en a 16 millions. Mais ce qui est plus intéressant, en fait, c'est de voir... hop, saved. Alors là, je crois que c'est la 4e qui fait ça. Quelle est la distribution, en fait? C'est-à-dire savoir, bah, au final... oups, non, je ne voulais pas la supprimer. Donc, je vais vous la montrer ici. Donc là, c'est un triple select imbriqué. Donc je fais pareil que tout à l'heure, hein, avec je split par ligne. Mais après, il y a une fonction qui est intéressante, c'est quantiles, qui permet de faire des buckets, en fait, c'est-à-dire de 0 à tant de lignes, enfin, de faire 10, enfin, là, en l'occurrence, je sépare en 10 buckets pour mettre de manière équitable autant de lignes, enfin, autant de fichiers, autant de lignes dans chaque bucket. Et en fait, quand j'exécute ça, donc c'est là que ça devient plus intéressant. Donc on a, alors, je peux fermer ça, comme ça je vais voir tous les résultats. Donc là j'ai 10 buckets, donc on voit que, ah oui, il y a encore celui qui est, voilà, jusqu'au 10e. Le tout dernier bucket, en fait, c'est les 10 derniers pourcents des plus gros fichiers Groovy. Et le max, la borne sup, en fait, il y a quand même un fichier Groovy quelque part, une classe Groovy qui fait 9500 lignes, ce qui est quand même assez gros, je trouve, pour une classe. Mais c'est un peu... Parce que du coup, à naviguer là-dedans, c'est sympa. Le beau merdier que ça doit être. Mais si on voit, en tout cas, la majorité, quand même, c'est pas non plus des trucs très très gros. Et on s'aperçoit que, on va dire, 90% de tous les fichiers sources, c'est pas plus de 150 lignes de code. Mais voilà, dans les 10 derniers pourcents, ça peut aller de 150 à 9500. Donc après, on pourrait la refaire avec des pas plus fins et de voir. Puis après, on pourrait s'amuser aussi à tracer, à faire des petits histogrammes pour que ce soit plus joli. Ouais, un truc qui est pas mal aussi, ce que j'ai pas dit avec BigQuery, c'est donc je peux très bien sauvegarder comme ça mon résultat dans un Google Sheets et je l'ouvre et puis je peux faire mes petits histogrammes à partir de là aussi. Hein. Donc là, ça doit être un peu petit, je vais l'agrandir, mais je pourrais rajouter insert chart et je me fais mon histogramme pour avoir voilà la représentation. Donc on voit que le mec qui a fait sa putain de classe de 9500 lignes, c'est quand même assez énorme et que le reste, bon. Par contre, si j'enlevais ça juste à 10, donc on voit que c'est quand même plus... mais ça fait quand même assez exponentiel, hein, c'est marrant. Et aussi un truc qui est sympa, même si vous avez déjà des gros CSV ou des gros spreadsheets aussi dans Google Spreadsheet, Google Sheets, vous pouvez aussi utiliser BigQuery. En fait, c'est pas que les données qui sont stockées dans BigQuery, mais il y a de la fédération. On est capable d'analyser aussi des données qui sont stockées ailleurs. Donc ça, c'est assez pratique aussi. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer encore de Groovy qui est intéressant, et après je vais peut-être passer à Gradle et Grails. Donc on a fait la distribution. Je vais regarder, alors celle-là c'est un peu les mêmes. Si on va regarder les packages les plus importés. Donc là, et c'est marrant parce que moi, quand j'ai fait toutes ces queries-là, en fait, je les ai fait vraiment petit à petit. C'est-à-dire au début, j'ai fait, voilà, je compte toutes les lignes. Après, ah oui, je vais essayer de les regrouper pour voir combien il y a de lignes par fichier, etc. Et en fait, j'ai petit à petit construit des queries un petit peu plus compliquées. Parce que, encore une fois, je suis nul en SQL. Et du coup, là, j'avais fait pareil. J'avais splitté mes lignes. On voit ici avec split. Par contre, aussi, ce que j'avais fait, j'ai juste regardé les lignes qui contiennent des imports. D'ailleurs, je ne suis pas sûr pourquoi j'ai besoin 2 fois de faire where et having. Je ne pense pas que j'ai besoin des deux. Alors après, c'est peut-être pas non plus parfait les résultats, parce que des fois, on peut imaginer qu'il y a des mecs qui mettent des espaces à gauche ou à droite, enfin, que du coup, ça fait des trucs bizarres. Par contre, là, la nouvelle fonction qui est intéressante ici, donc s'il y avait having que je n'avais pas encore utilisé, contains aussi qui est ici, mais après, là, on peut faire aussi de l'extraction à partir d'expressions régulières. Donc moi, ce que j'ai regardé, c'était pas la syntaxe, comment on appelle ça, la nomenclature quoi, des packages pour récupérer les packages. Donc je regarde par package qu'est-ce qui est utilisé le plus. Hop. Alors, on va voir. Je ne sais plus si j'aurais dû l'afficher comme ça parce que là je viens de le fermer. Hop. Non. Attends, il est où? Donc je vais la rejouer, c'est pas grave. J'aurais pas dû la fermer. Open query. Ah si, voilà. Il doit y avoir les résultats en dessous. Voilà, c'est ça que je voulais faire.
Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc, est-ce qu'il y en a qui utilisent le framework de test Spock, qui est vraiment un super framework de test et qu'on peut utiliser pour des applis Java, hein, c'est pas spécifiquement à Groovy. Mais il y a énormément de projets qui utilisent Groovy, qui utilisent le framework de test Spock, qui est un framework où on utilise Groovy pour écrire les tests de manière très, très lisible. Mais ce qui n'empêche pas que énormément de monde utilise évidemment JUnit. Après, il y a d'autres choses qu'on voit. Donc ça, c'est les transformations d'AST, c'est les espèces de macros qui permettent en fait par exemple, d'implémenter un equals, un hashcode, un toString, qui permet d'implémenter certains patterns et de faire en sorte que ce soit le compilateur qui génère le code pour vous, plutôt que vous ayez à écrire tout le boilerplate code par vous-même. Donc ça, il y en a pas mal qui les utilisent. Les API Gradle, donc il doit y avoir aussi pas mal de plugins Gradle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on voit du Grails aussi par-ci par-là, du Spring, du Spring Boot, les convertisseurs Grails, Java Util Concurrent pour faire du parallélisme, SLF4G pour du logging, etc. Donc voilà ce qu'on retrouve. Et par contre, après, moi, ce qui m'intéressait aussi, avec ma casquette Groovy, c'était quand même de voir aussi quels étaient, du coup, alors, elle est où ma petite requête? Saved queries. Un peu ce qui m'intéressait après, c'était de voir aussi, par exemple, les API Groovy les plus utilisées. Donc là, c'est juste des variantes de cette même query-là. Donc je regarde juste les imports, mais avec, où est-ce que c'est? Qui commence par Groovy point quelque chose. Donc c'est vraiment les imports des classes Groovy, du SDK Groovy. Donc ça, c'est les transformations d'AST, les macros, le logging. On a une super API pour faire du JSON. C'est moi qui l'ai implémenté, c'est pour ça que je le dis. Pour faire du SQL, du XML, etc. De même, je voulais voir aussi... saved queries. Je voulais voir aussi là, ce que je disais, là, les transformations d'AST les plus utilisées. Edit query. Donc c'est à peu près encore la même, mais je filtre juste un peu plus sur le package Groovy Transform. Et on va voir que dans les transformations les plus utilisées, la plus utilisée, c'est compile static, qui est l'instruction qui dit au compilateur Groovy de compiler le code Groovy en statique pour qu'il soit aussi rapide que du Java, en fait. Parce que le fait que ce soit par nature un langage dynamique, Groovy, certaines choses peuvent être un petit peu plus lentes parce qu'il y a un niveau d'indirection supplémentaire. Et du coup, quand on veut le code le plus rapide possible, on peut aussi utiliser la compilation statique pour que ce soit aussi rapide que Java. Et après, voilà, on a des choses comme toString pour générer un beau toString automatiquement, bell equals un hashcode, etc. Voilà, donc tout ça, c'est pas mal. Je vais passer, je pense, aux autres. Je ne vais pas vous montrer toutes les autres queries sur Groovy. Je vais vous dire ce qu'il y avait, si jamais il y en a une qui vous intéresse. Hop. Donc, il y avait, par exemple, on peut donner des noms aux classes qu'on importe. Donc, je me demandais combien il y avait de gens qui utilisaient cette fonctionnalité-là. Par exemple, historiquement, quand on importait list, en Java, il y avait Java Util List et Java AWT List. Et avant, les IDE étaient un peu bêtes et importaient Java AWT parce que alphabétiquement, c'était le premier qui arrivait. Et du coup, pareil, quand on a deux classes qui ont le même nom, en Java, normalement, il y en a une qu'on doit utiliser en fully qualified name et il n'y en a qu'une qu'on peut importer sur les deux. Mais par exemple, en Groovy, on peut faire import Java Util List as, ulist ou quelque chose comme ça. Du coup, je me demandais si les gens utilisaient ça. Et en fait, je me suis aperçu qu'il y a 0,5% de gens, de développeurs qui utilisent ça. Les traits, je ne me rappelle plus les résultats, donc c'est ce qui permet de faire de l'héritage multiple, d'avoir des implémentations dans des interfaces, etc. Les traits, je ne sais plus d'ailleurs comment c'était utilisé. Je dois avoir les résultats par ici, et après je vais passer aux autres. Les traits, 1600 sur les 750 000 fichiers. Donc c'est-à-dire que c'est une fonctionnalité qui est quand même assez récente dans le projet, et il n'y en a pas encore énormément qui sont utilisés. Donc voilà pour la partie Groovy. Maintenant, je me suis dit, bon, je l'ai fait pour Groovy, je peux regarder aussi pour Gradle. Donc pour Gradle, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut regarder, pareil, combien il y a de fichiers de build Gradle. On pourrait s'amuser aussi à comparer par rapport au nombre de fichiers
de build Maven qu'il y a. Donc je m'étais amusé à faire ça d'ailleurs. Alors je ne sais plus si j'avais sauvegardé les queries pour Maven aussi, je vais regarder. Et à cette époque-là, donc c'était il y a 6 à 9 mois, il y avait... Hop, ah oui, non, il faut que je remonte... Non, il faut que je descende plutôt, voilà. Donc si déjà je lance le nombre... À l'époque, en tout cas, il y avait à peu près un demi-million de fichiers Gradle. Donc là, c'est juste un count tout bête sur le nombre de fichiers Gradle que j'avais exportés. Et à l'époque, 500 000 par rapport à... Hop, à chaque fois, je suis obligé de redescendre. Hop. Donc voilà, par rapport à... non, avant de regarder la version, je vais regarder par rapport à le nombre de fichiers de build Maven. Non, j'ai pas fait edit. Oups, edit. Si, voilà, si c'est bon. Donc là, c'est... Oui, bah si, je l'avais déjà ouvert. Pardon. Et donc, il y avait 1 million. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait encore, il y a 6 à 9 mois, encore 2 fois plus de build Maven que de build Gradle. Donc, c'est assez intéressant comme information. Enfin, en tout cas, en particulier pour l'équipe Gradle, pour voir comment ils progressent par rapport à Maven. Mais je crois que maintenant, ça a l'air de s'être pas mal équilibré, en tout cas. Hop, query, history, saved queries. Donc après, j'avais voulu voir aussi le nombre de versions. Voilà, les versions de Gradle les plus utilisées. Alors, ils release vraiment beaucoup de versions de Gradle. Je crois que les versions point quelque chose de Gradle, ils en release toutes les 6 semaines, je crois. Donc là, j'ai des vieilles données, ça ne va pas être forcément très pertinent. Et voilà, des versions 2.4 à l'époque, c'était la version la plus commune, alors que maintenant on est en 3.5 ou 3.6, je ne sais plus très bien. Hop, saved queries. Je reviens ici. L'interface, je trouve qu'on pourrait l'améliorer en fait entre nous. Je crois que c'est filmé, je devrais peut-être pas le dire, mais parce qu'en fait à chaque fois, vu que j'ai sauvegardé toutes mes queries, après à chaque fois je suis obligé de danser entre les différents onglets pour retrouver ma query. Alors attends, donc combien il y a de... Qu'est-ce qui pourrait être intéressant? On va regarder, tiens, peut-être celle-là, quelles sont... Donc souvent on a tendance, quand on fait des builds propres en Gradle, donc il n'y a pas que le build.gradle, mais il y a aussi d'autres fichiers, donc on a tendance à bien séparer l'aspect packaging, l'aspect code, vérification de la qualité du code, etc. Donc par exemple, j'ai fait une petite query. Alors est-ce qu'il y a des trucs intéressants à regarder dans celle-ci? Non, à part le order by, je ne suis pas sûr que je l'avais utilisé avant. J'ai splitté les chemins. Donc là, il n'y a pas d'opérateur nouveau que je vous aurais pas montré. Mais donc là, ce qui est intéressant, voilà, le build Gradle, c'est évidemment le fichier le plus commun. Settings, où on définit les settings du projet. Mais après, on va voir qu'il va y avoir plein de trucs, genre comment on pousse vers des repos Maven, comment faire des releases, comment... donc il y a aussi des choses, par exemple, quand on fait par exemple du front, de l'espèce d'hybride avec Cordova, les dépendances, ou quand on pousse sur Bintray, qui après peut pousser sur des repos Maven. Beaucoup de Maven push, publish, etc. Tout ça, c'est le même genre de choses. Quality. Alors après, on va voir aussi tous les trucs genre quality, vérification des licences, si elles sont bien appliquées, check style, Jacoco pour le code coverage, couverture de code, version, je ne sais pas trop ce que c'était. Il y a beaucoup aussi, vu que Google a décidé d'utiliser Gradle pour les applis Android, donc il y a beaucoup d'utilisateurs de Gradle qui sont des développeurs Android. Donc voilà, à peu près les trucs les plus intéressants qu'on peut trouver dans les noms de fichiers Gradle. Donc du coup, on voit à peu près comment c'est utilisé. Non, c'était pas ça. Si, c'est ça. Ah oui, non, ça, c'est ce que j'ai exécuté. Hop, saved queries, je reviens ici. Ou les plugins les plus souvent utilisés. Donc c'est un peu comme ce que j'avais fait pour regarder les packages les plus utilisés. J'ai encore réutilisé l'extraction à base d'expressions régulières. Donc les plugins Gradle les plus souvent utilisés sont, roulement de tambour,
Alors, ça prend un peu plus de temps, je pense, celle-là, parce que l'extraction d'expressions régulières, ça peut être coûteux. Et là, on voit que le plugin le plus utilisé, ça a l'air effectivement d'être pour des applications Android. Après, il y a Java, etc. Là, on retrouve encore de l'Android. Oups, j'ai cliqué où il ne fallait pas. IDEA, Eclipse pour générer les fichiers de vos IDE. Qu'est-ce qu'on a après? Du Maven, Groovy, Android Application, pour faire du packaging de votre application. Spring Boot. Ouais, signé aussi. Et puis après, on retrouve aussi les plugins existants de publication. Ça, c'était intéressant. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Hop, Saved Queries. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Les nouveaux plugins. Ou aussi, tiens, les dépendances les plus utilisées. Donc, dans le fichier de build, on peut définir les différents types de dépendances. Oups, je voulais l'ouvrir. Voilà, Edit Query. Donc là, dans celui-là, c'est encore une requête imbriquée où je split toujours par ligne et j'extrais là, j'ai regardé juste les dépendances de compilation. Et quand j'exécute ça, qu'est-ce qu'on va retrouver, à votre avis? On va trouver du test, on va trouver des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? Bon, comme il y a beaucoup d'utilisateurs Android, on trouve plein de dépendances Android. Il y a aussi beaucoup de Grails et de Spring Boot, donc on va en retrouver pas mal. JSON, etc. Tout ça, ça c'est encore du Android. Guava, pas forcément. Ça, c'est encore un truc aussi Android. Et là, par contre, il y en a, c'est un peu bizarre. Alors, c'est peut-être juste genre des commentaires. Et j'ai récupéré ce qu'il y a en commentaire où les mecs, ils ont mis some group de points artefact pour se rappeler de la syntaxe. Donc après, des fois, il faudrait refaire un petit peu de filtrage pour améliorer la qualité des données. Tiens, ou OK HTTP, la librairie HTTP là, de Square, qui est pas mal. Query, history, saved queries. Je suis obligé de cliquer 3 fois et de scroller tout en bas. C'est ça qui m'énerve, moi. Hop, alors, donc les dépendances. Après, ah oui, donc ça, c'était juste la compilation, mais il y a aussi les dépendances de test. Donc là, on va retrouver JUnit, etc. Qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'il y a une requête qui vous intéresse? Ou le nombre de repos avec des fichiers Gradle? Ah oui, ça, bah si, je l'avais tout à l'heure, ok. Ça, après, c'est pour la distribution, pour voir, ça peut être intéressant de voir si les gens font juste un méga fichier Gradle monolithique ou si vraiment ils le split, comme je disais tout à l'heure, en différentes tâches, publication, packaging, etc. Et donc là, on voit, je l'ai splitté au pourcent près. Donc, il y en a beaucoup où il n'y a vraiment qu'un ou deux fichiers. Donc là, ça veut dire qu'on est déjà à, on va dire, 80% qui ont au maximum 5 fichiers Gradle. Et après, on va voir, alors celui-là, je ne sais pas ce que c'est. Enfin, si, je crois que j'avais regardé, mais je ne sais plus ce que c'était. Donc il y a un mec, c'est pour ça que je l'avais fait par contre de 1%, parce que je me disais, mais c'est quoi ce truc? Et il y a un mec, je ne sais plus ce qu'il faisait, enfin, je pense qu'il générait des projets automatiquement, et c'est pour ça qu'il y a un repo, et je ne sais plus lequel c'est, il faudrait que je retrouve, je ne sais plus comment j'avais cherché. Enfin, si, je pourrais peut-être éditer d'ailleurs, select repo name, on peut essayer, tiens, select repo name, where, on va faire un where, build files count supérieur à 1300. Alors évidemment, je suis trop nul avec les order group by. Non, juste le group by. Attends. Order by, si, ouais. Non, bah du coup, à la limite, je m'en fous, même du order. Ok, run. Non, alors attends, aggregation. Ah oui, parce que j'ai un count. Du coup, il me faut quand même mon order, juste l'order. C'est close as mix. Non, c'est le group by. Ouais, oui, without group by. Donc, c'est pas le order, mais c'est le. Il me faut mon group by. Voilà. Ça doit être un truc comme ça. Est-ce que c'est ça?
Non. C'est quoi? Je m'en fous du count. Ouais. Ouais, juste oui d'ailleurs, juste reponame. Ouais. Oui d'ailleurs, ok, comme ça, reponame. Et where, alors du coup, vu que c'était moi qui l'avais fait, alors attends, c'est quoi la colonne where? Ouais, déjà le groupe by. Where, et je vais mettre quoi? Qu'est-ce qu'on a? Attends, il me semble qu'il y a la complétion qu'on peut avoir. Gradle build files. Ah, attends, je sais même plus quelle est la structure de la table déjà, ça va pas m'aider. Where. Bon, je vais peut-être pas galérer à faire ma query. Mais je sais pas si je l'ai faite d'ailleurs, celle-là. Mais je dois l'avoir dans mon historique, mais comme je l'ai fait il y a super longtemps, si je recherche... ce que je... Ouais. Ouais. Tu viens sur scène, tu me l'as fait. Ouais. Alors attends, je reviens au début. Donc, hop. Donc ça, celui-là, je pouvais le virer normalement. Non, attends, c'était l'ancienne... Ah, c'est plus la même, attends, c'est quoi? Oh là là, elle est où ma query? Je vais la rééditer. Quand je dis que je suis nul en SQL, vous ne me croyez pas, hein? Attends, c'était laquelle déjà? C'était celle-là? Voilà, distribution, edit. Oui, machin, you want to replace, yes. Donc voilà, alors c'était celle-là, donc je ne voulais pas la distribution ici. Ah, vas-y, dis plus fort. Having supérieur à 1330. Alors, voyons voir. Yes. Alors voilà, c'est ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce projet sur GitHub? Donc, il y a un mec, en mettant plus gros, source code to Omnibus Edition of the Buddy Coder's Guide. Ah oui, voilà. Donc, en fait, c'est le... Donc, il y a un cours Android et un bouquin associé. Et en fait, ils font des build files pour chacun de tous les exemples possibles et inimaginables, tous les exemples qu'il y a dans le bouquin. Et du coup, il doit y avoir 1333 petits fichiers de build juste pour chaque exemple dans le bouquin. Voilà, c'était ça. Je ne me rappelais plus ce que c'était. Bref, ça vous donne une idée intéressante de ce qu'on peut faire. Et après, donc là, il me reste juste 5 minutes. Je vais juste, sans forcément vous les exécuter, mais je m'étais aussi intéressé du coup à Grails, le framework web Grails. Donc par exemple, quelles sont les bases de données les plus utilisées? Donc là, c'est pareil, j'avais encore un triple select imbriqué, j'utilise encore l'extraction d'expressions régulières. Et alors, je ne sais pas trop pourquoi, il faudrait que je regarde la query et que j'améliore l'expression régulière, parce que j'avais nul comme nom de driver. Mais par contre, on voyait donc il y avait beaucoup en particulier pour les tests en mémoire, il y avait beaucoup de H2 et d'HSQLDB. Mais par contre, pour les bases, alors après, j'aurais pu splitter aussi en fonction du type de data source, si c'est data source de test, data source de prod, etc. Et en tout cas, pour les data sources de prod, avec Grails, en tout cas, la base de données la plus utilisée, c'était MySQL, ou après, on a PostgreSQL, on a SQL Server, Oracle, etc. Qu'est-ce que j'avais? Le nom des contrôleurs Grails les plus fréquents. Donc, comme je disais, on a souvent la notion d'utilisateur qui peut se connecter à l'application. Donc, on a les actions genre login, logout pour authentifier. On a Home pour le point d'accueil d'une application. On a, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Faire des charts, authentifier des utilisateurs. Donc voilà les contrôleurs les plus intéressants. Qu'est-ce qu'on avait? Les classes avec le plus de contrôleurs. Ah oui, je me souvenais, il y avait ce répertoire-là, je ne sais plus trop ce que c'était, qui était intéressant. Et c'était une grosse application. NCIP CDR. Je vais quand même regarder parce que je me rappelle plus ce que c'est. NCIP CIP CDR. Des fois, du coup, on trouve des trucs marrants.
CDR. Hop, hop, hop. Ouais, c'était sur des études du biomédical, etc. Donc je ne sais pas trop ce qu'ils faisaient là-dedans. Enfin voilà, on peut avoir des trucs assez intéressants. Voilà, la taille des contrôleurs. Et après, bon bah, moi j'ai pris en tout cas des exemples sur du code Groovy parce que ça me parlait plus, que je connais assez bien ce que les gens font avec Groovy. Mais après, bah, à vous de mettre ce que vous voulez, soit analyser des BigQuery, des datasets BigQuery existants, et regarder, par exemple, j'ai un collègue qui a fait des datasets, qui a regardé les datasets de l'agence de météo américaine pour voir est-ce que les températures augmentent au fil des ans. Mais vous pouvez vous aussi mettre les données structurées que vous voulez dans BigQuery et faire vos propres analyses. Donc si vous avez pas mal de données, ça peut être assez intéressant. Donc je vais finir avec quelques petits liens. Donc je mettrai les slides tout à l'heure en ligne. Mais donc quelques petits liens intéressants du genre, donc j'avais un de mes collègues aussi qui avait fait Tabs versus Spaces, le fameux Tabs versus Spaces, et on s'apercevait que aujourd'hui c'est quand même les espaces qui gagnent, excepté en Go, ou Go en standard on met des tabs. Donc il y a des petites analyses assez amusantes à faire. Et voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Je ne sais pas si j'ai encore le temps pour une ou deux questions. Mais sinon, je crois que je suis ric-rac. Une question? Pas du tout. Pas du tout. Bon, ben, merci beaucoup pour votre attention.